Toujours en direct de Nice pour le Transition Forum. On vient de parler de mer et de comment la mer pourrait sauver la Terre. On va évoquer aujourd'hui un sujet sur la santé et le climat, et quelles sont les nouvelles exigences. On a vu que la pandémie en a montré certaines. On va voir si depuis 48 heures, on parle beaucoup de climat et de transition. Véronique Mondin, vous êtes médecin infectiologue au CHU de Nice. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Véronique Boré. Bonjour. Donc vous êtes en charge de l'Agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques de la métropole Nice-Côte d'Azur, également élue à la région. On verra avec vous le côté peut-être prévention et sécurité, mais ma première question va vers vous, Véronique Mondin. On a vu que la pandémie a mis sur le devant de la table peut-être le rapport entre la santé et le climat. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudra désormais introduire dans des politiques de santé, de prévention de la santé ? Oui, je pense que c'est absolument indéniable que santé et climat sont liés. Et j'ai envie de dire qu'on peut voir ça sous plusieurs aspects. Le premier, c'est celui que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire que les modifications climatiques, essentiellement l'augmentation de la chaleur, mais aussi des événements violents de type tempête extrême, etc., ont un effet direct sur les maladies vectorielles, par exemple. Il va y avoir beaucoup plus de Zika, de chikungunya, de toutes ces maladies qui sont aujourd'hui en voie d'expansion. Il va y avoir aussi beaucoup plus d'infections avec des entérobactéries, c'est les bactéries de notre tube digestif, elles adorent la chaleur, donc il va y avoir de plus en plus de diarrhée, de choses comme ça. L'augmentation de la chaleur, ça va entraîner une pénibilité pour tout le monde, donc le travail dans des conditions climatiques extrêmes va entraîner des difficultés à travailler, des canicules, donc des enfants, des sujets âgés qui vont décéder de tout cela. Donc c'est vrai que ça, c'est des aspects, on va dire, directement liés au climat. J'ai envie de prendre une métaphore un peu médicale humaine, si vous permettez. Nous avons une température corporelle de 37 degrés en moyenne, et vous êtes d'accord que quand vous avez 38, 38,5, vous n'êtes pas très bien. Alors vous attendez votre gramme de paracétamol avec beaucoup d'intérêt. La Terre, elle a une température moyenne de 15 degrés depuis 10 000 ans environ, à peu près. Et elle a déjà pris 1,5, voire 2 degrés. On lui en promet 4, voire 5, et on n'a pas de paracétamol. Donc, elle est en super mauvais état. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cette vision que les choses vont régresser. Bien sûr, il faut toujours qu'on s'améliore, mais la problématique est là, elle est enclenchée. Donc, je pense que c'est important de voir ce côté santé et climat direct. Et si vous permettez, je vais aussi un peu introduire ça sur un aspect plus global. Et là, c'est l'aspect une seule santé. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde quand je dis une seule santé. Enfin, peut-être en anglais, c'est un peu mieux connu. Ça s'appelle le One Health. C'est vraiment cette idée que notre santé humaine, elle est totalement dépendante de la santé animale et de la santé des écosystèmes. Je crois que vous avez eu pas mal de choses sur la biodiversité. Absolument. Et l'IPBES, donc, qui s'occupe de la biodiversité, nous promet des zoonoses et beaucoup plus de zoonoses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zoonose ? C'est la transmission d'une maladie à l'homme par un animal ou par un vecteur. Donc la Covid en est bien sûr un exemple, mais si je reprends ce qui s'est passé ces 30 dernières années, il y a Ebola, le VIH, enfin tout ce qu'on voit comme choses un petit peu sympathiques dans la planète, ce sont des zoonoses. La problématique, c'est que ces zoonoses, elles sont liées à notre comportement humain, puisque finalement, on fait en sorte que les animaux sauvages n'ont plus d'endroit où habiter, on déforeste, on va ensuite essaimer tout ça par les transports aériens tout au long de la planète, et donc au final, eh bien, on est très, très, très soumis aux zoonoses. Donc ça, c'est un gros risque. Il y a aussi des risques qui sont liés aux conséquences directes du climat sur la santé, donc je vais peut-être en prendre juste un ou deux, vous me dites quand il faut que je m'arrête, parce que sinon je ne m'arrête jamais. Il y en a un, c'est la qualité de l'air, puisque la qualité de l'air, elle est directement liée au GES, pollution, gaz à effet de serre. Oui. Gaz à effet de serre. Et donc cette qualité de l'air, il faut bien que ici tout le monde comprenne qu'elle n'impacte pas que les problèmes respiratoires des uns et des autres, la bronchite chronique, voire de l'asthme, voire quelques cancers. Non, on a aujourd'hui montré que la qualité de l'air, elle impacte tout. La fertilité, l'hyperactivité des enfants, les psychoses des adolescents, les syndromes dépressifs, l'obésité, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles dégénératifs neuro. Arrêtez. Voilà. Donc, en fait, cette qualité de l'air, on sait qu'aujourd'hui, elle est responsable sur le globe d'environ, c'est un peu des chiffres, 7 millions de décès par an. On dit qu'en France, c'est à peu près 70 000 décès par an. Je pense qu'il est vraiment très important de faire le lien entre ce qu'on fait en tant qu'homme, c'est-à-dire essentiellement les industries, les transports, et comment est-ce que ça retentit sur notre santé. Et donc le dernier petit exemple, je peux ? Allez-y. C'est celui de l'alimentation.
Parce que l'alimentation, si vous voulez, on va être très embêté au niveau alimentaire pour 2 raisons. L'augmentation du climat entraîne une sécheresse. La sécheresse va entraîner une perte de rendement agricole. On est déjà, par exemple, ici, il me semble, je crois, à 2% d'autonomie alimentaire. Absolument, c'est ça. Donc c'est extrêmement difficile de se dire qu'en plus, il va y avoir des difficultés liées au réchauffement climatique. Et puis on s'alimente de plus en plus mal, et ça c'est d'autres problèmes. C'est un sujet qu'on a abordé hier, effectivement, assez dans le détail. Mais quand je vous écoute, j'ai envie de vous dire, alors, qu'est-ce qu'il faut arrêter ? Il faut arrêter de couper des arbres, il faut arrêter de construire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Moi, je suis médecin. Je sais bien, mais de votre avis de médecin, ce serait quoi ? Globalement, si vous voulez, j'ai envie de dire, je crois qu'il y en a qui l'ont dit beaucoup mieux que moi, peut-être Corinne Lequéré, etc. Ce qu'il faut faire, c'est prendre exemple sur la Covid. Alors là, je reviens à mon rôle de médecin, parce qu'il n'y a que pendant la Covid qu'on a baissé de 5% les gaz à effet de serre. Alors, peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde, mais pendant la Covid, on n'a plus bougé, on n'a plus voyagé, on est resté chez soi. Voilà, donc moi, je n'ai pas de proposition. Je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table et comprenne que, comme je crois qu'on dit plein de gens, les propositions vont être radicalement différentes. Si on ne fait pas radicalement différent, on n'y arrivera jamais. Donc ça commence par nos transports, notre alimentation. Un tout petit mot quand même pour dire que quand on mange de la viande, ça participe au gaz à effet de serre de façon très importante. Donc là aussi, il n'est pas question de dire des régimes extrémistes, mais simplement se dire que si on réduit énormément cette consommation, ça va avoir un vrai impact sur les gaz à effet de serre. Voilà, après chacun fait comme il veut. Véronique Boré, quand vous entendez un discours qui est alarmiste, mais qui est en tout cas scientifiquement établi, quand on gère une agence de prévention, comme vous l'avez fait pendant la Covid notamment, vous êtes occupé de la campagne de vaccination également, comment est-ce qu'on travaille, quand vous entendez ces propos-là, de dire qu'est-ce que moi je peux mettre en place déjà en prévention pour ne pas arriver à l'extrême de contribuer à faire augmenter la température de la planète ? Alors effectivement, on a des outils qui sont développés sur la métropole et notamment cette agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques que Christian Estrosi a souhaité installer il y a un peu plus de 18 mois. Et il avait senti les choses puisque c'est cet outil qui nous a permis aujourd'hui de gérer... Donc elle a été établie avant l'arrivée du Covid. Tout à fait. C'est cet outil qui nous a permis de prendre en charge cette crise sanitaire, de pouvoir fournir des masques, de pouvoir organiser la campagne de vaccination. La métropole a administré plus de 500 000 injections en fait, de vaccins sur 18 mois. Mais à côté de ça, en fait, de la gestion de la crise en tant que telle, l'agence, elle anticipe. Elle travaille avec des experts. Et régulièrement, on se voit d'ailleurs pour pouvoir écouter, pour pouvoir voir ce qui peut être mis en place. Et beaucoup de décisions, en fait, aujourd'hui, qui sont prises en charge, enfin, qui sont mises en œuvre, au niveau de la métropole ou de la ville, résultent aussi de ce qu'on entend, des échanges que nous pouvons avoir. Les choix, par exemple, des espèces, des arbres qu'on plante, que ce soit dans les différents espaces de la ville ou de la métropole, on prend en compte également cette dimension. C'est vrai qu'avant, on pouvait utiliser certaines espèces. Aujourd'hui, on va se diriger vers d'autres pour pouvoir répondre à cette attente. On utilise des nouvelles technologies aussi pour nous permettre de nous orienter et de prendre des décisions qui sont appropriées. Des décisions, par exemple, au niveau du plan local d'urbanisme, on a pris en compte ces difficultés également pour pouvoir adapter différemment. C'est important d'avoir un outil qui soit dans la prévention. Et quel est votre part, en fait, votre poids dans cette façon d'alerter ? Vous êtes quand même écouté en tant que médecin aujourd'hui, peut-être. Je pense que c'est vraiment très important d'écouter de plus en plus les scientifiques, médecins ou autres, et la voix qu'ils ont apportée. Et à la fois, je pense que les médecins ne se manifestent pas suffisamment auprès des élus pour porter justement cette voix. Et à la fois, je pense que les élus, peut-être, pourraient vraiment prendre en compte tout ce qui est dit au niveau scientifique encore davantage. Je pense que c'est vraiment très très important qu'on soit bien conscient qu'on ne peut pas travailler sans ces connaissances scientifiques, qu'aujourd'hui ces connaissances scientifiques, elles sont, comme vous l'avez dit, très alarmistes. Alors j'ai écouté un petit peu tout ce qui s'est dit, je trouve ça merveilleux d'utiliser la technologie, d'avoir confiance en la technique pour essayer d'apporter des solutions. Et je ne suis pas anti-technique, parce que c'est vrai qu'en médecine, il y a énormément de technologies de pointe qui sont merveilleuses. Mais jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a mis en œuvre quelque chose de technique, on a augmenté la consommation et on a produit encore plus des gaz à effet de serre. Donc peut-être que cette courbe, elle est totalement comme ça pour l'instant. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va arriver à l'infléchir. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Jamais. Donc je pense qu'il faut aussi comprendre qu'on arrive dans une ère compliquée. En médecine, les IRM, les médicaments, tout ça, c'est du pétrole. Votre micro, mes fringues, tout ça, c'est du pétrole.
Or, on sait aujourd'hui qu'il faut impérativement que le pétrole qui existe encore reste sous terre, sinon on ne s'en sortira pas. Donc je crois qu'il faut qu'on comprenne que les messages doivent être un peu révolutionnaires. Il faut qu'on fasse la révolution ensemble pour trouver des pistes totalement nouvelles et différentes. Parce que pour finir, je pense que ce qui nous arrive au niveau climatique, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ça a un retentissement énorme sur un autre pan de notre santé qu'on n'aborde jamais, qui est notre santé mentale. Aujourd'hui, c'est terrible que l'humanité ait comme perspective celle de peut-être mourir à court terme, parce que c'est ça finalement qu'on nous annonce. Et donc, il y a des tas de choses qui se passent dans la tête des gens. Alors d'abord, il y a le déni. Ça fait quand même depuis 1972 que le rapport Meadows a été écrit, donc pendant des années, on n'y a pas cru. Puis tous les rapports du GIEC étant concordants et finalement allant toujours dans des données en deçà de la vérité, il a bien fallu quand même se ranger à l'avis des scientifiques. Donc là, on arrive dans une phase un peu de négociation. Ah oui, ils ont raison, mais est-ce que je peux quand même voyager? Mais est-ce que je peux quand même faire ci? Et aujourd'hui, on est typiquement dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on sait, on est conscient, mais bon, c'est trop compliqué, donc, et on se met dans un état mental qui est terrible parce que c'est quelque chose qui vous impacte et qui vous rend malheureux, parce qu'on n'a pas les solutions finalement. Donc je crois que ce qui serait vraiment bien, c'est d'accepter de dire que, comme dans beaucoup de domaines, on s'est trompé, il y a beaucoup de domaines où on s'est trompé, et qu'il faut vraiment passer sur de nouvelles bases, mais totalement de nouvelles bases, à inventer tous ensemble. Hier, il y avait une table ronde sur la désinnovation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désinnover? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Moi, je veux simplement dire, parce que ça c'est physique, c'est des lois physiques, plus on a de la technique, plus on consomme. Donc peut-être après, il faut choisir la bonne choisir la politique. Véronique Bourret, dans le terme prévention, est-ce qu'il y a aussi un rôle que vous pourriez jouer, ou que vous jouez peut-être, sur porter la bonne parole, en dehors peut-être d'un cercle d'élus auquel vous rendez des comptes, ou auquel vous faites un rapport sur ce que vous pourriez faire? Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres populations, enfin comment même adresser la population pour l'alerter sur des éléments comme vient de le dire le professeur Mondin? L'agence joue un rôle également en termes de communication, d'information, d'être vecteur de bonnes pratiques et de bonnes attitudes. Ça fait aussi partie, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, il faut que tout le monde se lie pour que... Ce qu'on entend depuis 2 jours, c'est quand même ça, c'est que tout le monde doit participer, et pas forcément ou les grands groupes ou les élus, mais que ça doit être des décisions qui sont prises peut-être même collégialement. Sur ça, sur le fait de pouvoir alerter la population, il y a aussi peut-être un peu... un déni, ou en tout cas une prise de conscience, mais pas savoir trop comment y aller. Je pense que sur l'alerte, on est tous d'accord sur le fait qu'effectivement, on communique. C'est plutôt sur le comment faire. Exactement, c'est comment faire. Mais je pense qu'effectivement, il faut pas se résigner, se dire que la tâche est telle qu'on ne va pas y arriver. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut engager, et encore une fois ici sur la ville et la métropole, on fait des actions pour pouvoir apporter aussi justement cette contribution et pour tenter d'améliorer la situation. C'est vrai que si on part du principe que la tâche est tellement immense et que... Il vaut mieux arrêter. Voilà, y aller, exactement. Ça ne fait peu rien. Exactement. Effectivement. Peut-être le mot de la fin, dans votre idéal, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit mis en place pour que santé et environnement soient plus qu'un, et que ce soit une vision écosystémique, comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, mais je pense qu'il faut faire participer le maximum de personnes aux réflexions. Je pense qu'il faut faire vraiment des brainstorming qui soient totalement larges avec les citoyens, avec tous les représentants des communautés, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, parce que chacun n'a pas les mêmes exigences. Il faut éduquer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir un peu compris comment ça se passe, le climat. Mais quand on leur pose des questions, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas de véritable connaissance. Donc il faut porter la connaissance à tout le monde, aux élus, comme on le fait parfois, aux étudiants, aux collégiens, aux seniors. Enfin, il faut vraiment porter cette discussion partout. Et après, moi, j'attends beaucoup de la part de tous pour qu'on arrive à réduire notre mobilité, parce que, en tout cas, les mobilités carbonées. Il faut décarboner la vie. Et décarboner la vie, je prends mon vélo, je marche, je mange de moins de viande, je n'utilise pas trop le numérique. Et tout ça, il faut le faire avec un projet désirable. Et je suis certaine que si on met moins de vitesse, moins de stress, moins de choses comme ça dans notre vie, on pourra avoir en plus des effets vraiment merveilleux pour tous. C'est ça que j'aimerais vraiment porter comme message. Désirable et moins de stress, c'est une jolie promesse.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Donc vous avez une tâche qui vous attend, donc il faut rendre le tout désirable et sans stress. En tout cas, merci à toutes les deux. C'était bref mais très intéressant. Merci pour la vision scientifique et puis la vision de terrain, j'ai envie de dire. Merci beaucoup à toutes les deux.